Messieurs, dames, bonjour, bienvenue pour ce webinaire animé par Aesio Mutuel. Je suis Antoine Kerviel, chef de projet prévention au sein du service prévention du marché du collectif d'Aesio Mutuel. Je vous remercie de vous être connectés à 9 heures. Je vous propose juste d'attendre encore une petite minute pour que les derniers inscrits puissent se connecter et puis on pourra commencer notre présentation. Allez, je vois que nous sommes de plus en plus nombreux à être connectés. Je vous propose de commencer par une rapide introduction sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je suis accompagné de David Malartre du cabinet Capi Consult. Bonjour David. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc David sera notre animateur aujourd'hui pour parler des obligations réglementaires en matière de santé au travail, notamment pour la cible des dirigeants et des TPE. Donc nous passerons environ 1 heure ensemble autour de ce sujet. Bien évidemment, il y aura un replay pour les personnes qui se sont inscrites mais qui n'ont pas pu y accéder ou pour les personnes qui ne pourraient pas accéder à l'ensemble de, ce webinaire, vous recevrez un lien pour accéder au replay. Une petite fonctionnalité de la plateforme que vous retrouverez en bas à droite de votre écran, c'est un onglet questions. N'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir poser vos questions, interagir, parler d'expérience également autour de ces sujets. Vous verrez qu'on va beaucoup aborder de sujets réglementaires en lien avec la santé au travail. L'idée, c'est justement de pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là et sur ces obligations qui vont incomber aux chefs d'entreprise de TPE sur ce sujet. Petit mot d'introduction sur Aesio Mutuel. Aesio Mutuel est aujourd'hui, une, mutuelle santé, la troisième mutuelle de France spécialisée en protection de la personne. Aujourd'hui, Aesio protège 2,5 millions de Français grâce à des solutions et un accompagnement adapté à tous les moments de la vie. Donc qui va aller de la couverture santé, de la prévoyance, de l'épargne retraite. L'objectif, c'est d'agir chaque jour pour améliorer le quotidien de celles et ceux que l'on protège chez Aesio, aujourd'hui comme demain. Alors, Aesio, c'est un grand maillage territorial d'agences, puisqu'aujourd'hui, nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire national au travers de 260 agences. Nous faisons également partie du groupe AEMA, d'AEMA Group, donc AE pour Aesio et MA pour Massif. L'objectif de ce groupe mutualiste de protection, donc né du rapprochement, comme je le disais, entre Aesio Mutuel et la Massif, c'est d'apporter des réponses éclairées, constructives et humaines face aux grands enjeux de la protection liés aux transitions actuelles. L'objectif d'AEMA Group, c'est d'amplifier l'expertise du risque, les opportunités et l'influence des marques qui la composent pour les aider toujours mieux à défendre et répondre aux enjeux de protection des citoyens. Et donc, au travers de ces engagements et des valeurs qui sont portées par AEMA, mais également par Aesio, nous avons, depuis de nombreuses années, pour objectif d'accompagner nos entreprises adhérentes et nos adhérents à titre individuel sur des sujets de santé publique, mais également de santé au travail. Et donc aujourd'hui, on propose un service qui s'appelle Prevaesio. Prevaesio pour les entreprises, qui va pouvoir permettre d'accompagner l'ensemble des cibles de l'entreprise autour de sujets en lien avec la santé au travail. Alors Prevaesio pour les entreprises, elle se structure autour de 3 grands enjeux. Un enjeu premier, qui est la mise en conformité avec les obligations légales de l'employeur. Ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement accompagner les dirigeants d'entreprise, mais également les référents prévention et vous verrez que cette cible-là, on en parlera juste après, de pouvoir les accompagner justement pour qu'ils puissent être en phase avec cette, réglementation qui est en évolution, qui est en constante modification et de pouvoir justement leur permettre d'être en conformité avec celle-ci.
Le deuxième enjeu, c'est la limitation à l'exposition au risque professionnel. Donc l'idée, c'est une fois que le risque est identifié et qu'il est inscrit, et on en parlera après dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est comment est-ce que justement je peux limiter l'exposition de mes salariés à ce risque et comment je peux déployer un dispositif de prévention pour répondre à cet objectif. Et le dernier enjeu, autour desquels va se structurer Prévaisio, c'est la santé et le bien-être des salariés. C'est-à-dire l'ensemble des déterminants de santé qui vont être propres à l'individu, mais qui, une fois améliorés, va pouvoir avoir un impact sur, sa santé, sa performance et bien évidemment le bien-être dans l'entreprise. Donc là, on va pouvoir parler de sujets comme l'alimentation au travail, le sommeil en travail posté ou alors les addictions, en milieu professionnel. Et donc pour répondre à ces enjeux, Prévaisio se construit autour de 3 niveaux. Un premier niveau qui, est un accès à notre communauté des référents prévention. Notre communauté des référents prévention, j'en parlerai après, mais l'idée c'est de pouvoir donner des ressources et des outils pour piloter sa démarche de prévention. Un deuxième niveau qui est composé d'ateliers de sensibilisation qui va permettre de lancer une démarche. Des ateliers de sensibilisation autour de sujets principaux autour desquels on nous a sollicité, nous, équipe de santé au travail. Donc vous allez pouvoir y retrouver des thèmes comme les troubles musculo-squelettiques, le stress, les gestes qui s'offrent, l'alimentation, le sommeil. Et un troisième niveau qui est un accompagnement sur mesure, donc un accompagnement pour aller plus loin par notre équipe prévention, pour accompagner le chef d'entreprise et le référent prévention dans toute la méthodologie de projet, de diagnostic jusqu'à l'évaluation, de manière à proposer des dispositifs qui vont être le plus adaptés aux besoins, mais également aux contraintes de l'entreprise. Pour faire très rapidement un focus sur notre communauté des référents prévention, il y a maintenant 2 ou 3 ans, on a, ouvert, pour nos entreprises adhérentes un espace dédié en ligne sur lequel, de multiples ressources vont pouvoir être, téléchargées, consultées et notamment dans le cadre de cette communauté des référents prévention, nous avons décidé de proposer une programmation de webinaires régulière sur des thématiques de santé au travail. L'idée, c'est de pouvoir, au travers de ces rendez-vous réguliers, d'aborder des sujets en lien avec la santé au travail et les actualités réglementaires. L'ensemble de ces webinaires sont animés par des experts de la prévention, notamment de la prévention santé au travail, qui ont une expérience dans l'accompagnement de nos entreprises. Et l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les membres de la communauté des référents prévention dans leur rôle, dans leur fonction de préventeur et de donner accès à des experts et des outils pour piloter sa démarche de prévention au sein de sa structure. Et donc, au sein de cet espace digital en ligne qui est accessible pour nos entreprises adhérentes via une authentification, on va pouvoir retrouver un espace dédié justement aux TPE. Cet espace, il est vraiment structuré pour pouvoir répondre justement à ces enjeux d'obligations réglementaires, de donner des ressources et de l'information sur quelles sont mes obligations et quelles sont les ressources à ma disposition pour y répondre. Donc vous allez pouvoir y retrouver notre programmation de webinaires, des services pour prendre soin de vous et des salariés, mais également des ressources pour piloter sa démarche, notamment l'outil Oira, dont on pourra parler tout à l'heure, qui est un outil pour structurer son document unique d'évaluation des risques professionnels, mais aussi des services pour prendre soin de soi et de ses salariés, comme notre coaching santé, qui est ouvert à l'ensemble de nos pro-employeurs de TPE qui vont pouvoir être adhérents à Aesio Mutuel. Voilà, j'en ai fini pour ma rapide présentation. N'hésitez pas encore une fois à utiliser l'onglet questions pour pouvoir interagir avec nous, poser vos questions de manière à ce qu'on puisse justement apporter des précisions et vous répondre sur ces sujets. Et je vais maintenant laisser la parole à David Malartre pour notre présentation. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonjour à tous. Je me présente donc David Melartre. J'interviens aujourd'hui en tant qu'IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels habilité par la DREX, sur un sujet qui est comment mettre en place des outils de prévention et quelles sont nos obligations pour les entreprises en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Capricorn Consult est un réseau de 17 franchisés en France et même dans les dom-toms. Et on est là pour accompagner les entreprises, grosses, petites, moyennes, sur ces sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Le petit sommaire que je vous propose de débattre pendant 1 heure
c'est déjà de parler des enjeux de la prévention. Quels sont les enjeux de la prévention, pas que pour le chef d'entreprise, hein, mais on va être très généraliste pour l'entreprise. Et si l'entreprise fonctionne, ben, le chef d'entreprise répond à ses obligations et tout le monde est performant et l'entreprise en devient performante. Dans les enjeux de la prévention, il y a un premier facteur qu'on va développer, c'est le facteur humain, économique, parce qu'effectivement, les accidents du travail, ça coûte cher, juridique et aussi organisationnel. Ensuite, une fois qu'on aura vu les enjeux pour les entreprises de faire ou de ne pas faire de la prévention, bah, ça va être d'aborder quels sont les moyens que les employeurs ont pour pouvoir tout simplement mettre en place des outils afin d'obtenir leurs objectifs sur ces fameux enjeux de la prévention. On va parler de l'information, de la formation, bien entendu. On va parler de la prévention. Qu'est-ce que c'est réellement de la prévention au sens du Code du travail? L'impact sur l'organisation et puis surtout la mise en place de moyens adaptés. Ce qui nous amènera vers une obligation réglementaire que vous connaissez certainement tous, c'est le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels, appelé plus communément le DUERP. Un petit bref rappel sur l'obligation réglementaire de la mise en place de ce document unique. Quelles sont les obligations de cotation avec les 3 indicateurs obligatoires et puis de passer de l'obligation à un outil majeur de prévention, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire, de vous donner les moyens. Et un des moyens, c'est de répondre à l'obligation de la mise en place du DUERP et d'utiliser cette obligation réglementaire comme un outil majeur de prévention pour pouvoir piloter votre entreprise en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Donc les obligations donc, de responsabilité et les droits commencent tout simplement par les enjeux de la prévention. Un des premiers enjeux de la prévention, il est humain. Alors celui-là, il est un petit peu difficile à coter et à quantifier, mais je ne connais pas un chef d'entreprise, je ne connais pas un salarié qui souhaite voir un de ses collègues de travail partir dans un camion de pompiers. C'est ça, c'est cet enjeu humain qui est difficilement mesurable, quantifiable, mais quand on a malheureusement des accidents du travail, le facteur humain peut être largement impacté entre nous. On passe quand même relativement beaucoup de temps à travailler avec ses collègues de travail et de les voir partir dans la souffrance n'est jamais très, très agréable. Ensuite, on parlera de l'enjeu économique, juridique et opérationnel. L'humain, comme je viens de le dire, difficilement mesurable, quantifiable. Ça fait jamais plaisir de voir quelqu'un souffrir. Ça fait jamais plaisir de se sentir diminué ou blessé dans le monde du travail et de se voir évacué par un camion de pompiers. Et ça pénalise bien entendu le bon fonctionnement de l'entreprise. Quand on parle d'enjeux économiques, on va plutôt parler des impacts financiers pour l'entreprise. Ils se différencient en 2 grandes catégories, ce qu'on appelle les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts indirects, vous les connaissez tous puisque ceux-là, vous les payez tous les mois en tant que chef d'entreprise sur les fiches de paye de vos salariés. Hein. C'est le fameux taux de cotisation que vous recevez dans les 15 premiers jours du mois de janvier. Alors cette année, un petit peu décalé puisque la loi de finances n'était pas passée, mais c'est le fameux taux sur lequel vous êtes impacté des accidents du travail que vous avez eu sur les 3 dernières années dans votre entreprise, suivant si vous êtes en taux mixte, collectif ou individuel. Ces taux-là apparaissent sur toutes les fiches de paie de l'ensemble de vos collaborateurs et ça leur permet eux aussi de savoir ce que représente le coût des accidents du travail dans leur entreprise. Voilà. Donc ce sont que des charges pour l'employeur, il n'y a aucune charge pour le salarié. Le deuxième impact des financiers en termes d'accidentologie, c'est ce qu'on appelle les coûts indirects. Ceux-là peuvent varier d'une entreprise à une autre, mais ils sont souvent oubliés. Et pourtant, c'est eux les plus importants. Quand on a des accidents du travail, on peut avoir des pertes de production. Quand vous avez un collaborateur qui est pilote d'une machine et que vous avez que celui-là sur tel poste,
forcément, il va y avoir de la perte de productivité, perte de production à former un nouveau collaborateur sur ce poste-là. La perte ou l'immobilisation du matériel. Soit le matériel a été cassé lors de l'accident du travail, ce qui peut arriver, mais ça peut être aussi une immobilisation, une mise en demeure d'un inspecteur du travail, une remise en conformité d'une machine qui vient accompagner d'un huissier de justice pour mettre votre installation sous scellé et du coup vous arrêtez votre ligne de production dans l'attente d'une remise en conformité. Le temps consacré au secours, ça peut paraître anodin, mais quand on est dans la productivité, quand il y a un collègue qui part avec les camions de pompiers, forcément, ça a un impact sur la mobilisation du personnel, ce qui est complètement normal. On se doit de secourir une victime, mais pendant ce temps-là, on ne produit pas et ça peut avoir des impacts sur le CA de la journée. Le remplacement du salarié, vous le savez tous, quand on est en accident du travail, on maintient son salaire et l'employeur ne paye pas son salarié à rien faire, à rester à la maison. Il paye son salarié, pourquoi? Pour réparer le dommage qu'il lui a occasionné. Et ce dommage, parfois, il le répare à la maison et il ne produit pas et il maintient sa rémunération. Et du coup, si on fait appel soit à des heures supplémentaires des collègues pour pouvoir récupérer la productivité, et ces heures, elles sont pas gratuites, il va bien falloir les payer. Ou si on fait appel à de l'intérim ou du CDD, pareil, la masse salariale va augmenter alors que le CA ne va lui pas bouger. Le temps consacré à l'enquête et la gestion administrative, je le mets ensemble, c'est du temps là aussi, et le temps, c'est de l'argent, c'est de la productivité aussi. Quand on passe à gérer du temps à gérer des actions de travail, des enquêtes, la mise en place des arbres des causes. Pour ceux qui en ont, la mobilisation des CSE par des CSE extraordinaires, forcément, c'est un investissement humain qui est engagé au profit, encore une fois, de la productivité et du rendement des entreprises. Suivant les entreprises, on estime entre 3 et 5 fois le coût direct qui impacte donc les coûts indirects. Quand vous avez une perte de production sur une machine qui est la machine numéro 1 et qui bloque toute votre installation, je pense notamment, ça nous est arrivé dans une Syrie, une scie-tête qui a été arrêtée par un inspecteur du travail pendant 3 semaines, suite effectivement à un accident très grave. Si la scie-tête ne tourne pas, ça veut dire qu'il n'y a pas une planche qui sort au bout de ligne, puisque c'est la machine numéro 1 du process de fabrication. Ça veut dire que l'usine était complètement arrêtée pendant 3 semaines. Donc, bien entendu, on continue à payer les salariés, on continue à payer les charges et on a 0 chiffre d'affaires. Donc, on vit sur sa trésorerie, ce qui peut avoir un impact financier très, très important. Les impacts juridiques. Il y a 2 grandes responsabilités dans les impacts juridiques. Ces 2 grandes responsabilités sont une pour le non-respect de la législation et une pour la réparation des dommages. Je vais commencer par la réparation des dommages. Ça nous impacte la responsabilité civile de l'entreprise. La RC est déclenchée du moment que une entreprise fait une déclaration d'accident du travail. Du coup, la RC est engagée et le salarié va bénéficier des soins, de l'hospitalisation, du transport, de la kinésithérapie, de l'infirmerie, bref, pour réparer le dommage que l'entreprise a occasionné, c'est la RC qui va financer tous les frais de santé par de l'indemnisation. L'autre grande responsabilité, c'est cette fameuse responsabilité pénale qui, elle, est diligentée par le non-respect de la législation. Si vous avez eu un accident du travail, c'est que forcément, vous n'avez pas respecté le code du travail, puisque le L4121-1 dit tout simplement que l'employeur se doit de garantir la santé physique et mentale de l'ensemble de ses collaborateurs. Si vous avez eu un accident de travail, c'est que vous n'avez pas respecté le code du travail. Donc, en fonction des manquements que vous avez eus, notamment, la responsabilité pénale pourra être engagée. Et là, du coup, on ne va pas parler d'une indemnisation pour le salarié, puisque ça va être
une amende, une sanction. Que faut-il pour être responsable pénalement en tant que chef d'entreprise? Déjà, quand on parle de pénal, il faut qu'on soit victime d'un délit d'homicide ou de blessure involontaire. Encore une fois, je ne connais pas un chef d'entreprise qui souhaite avoir des accidents du travail dans son entreprise, mais ça ne l'empêche pas d'aller au pénal. D'accord? Pour qu'il aille au pénal, il faut obligatoirement qu'il y ait eu un dommage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au pénal sur des déclarations. Il faut qu'il y ait eu un accident du travail, un comportement fautif et un lien de causalité entre les deux. Là où il est très important pour tous les chefs d'entreprise de bien comprendre de ce que c'est qu'un comportement fautif. Quand on parle de comportement fautif, on va parler de maladresse d'un collaborateur, d'imprudence, d'inattention, ou alors de négligence, de manquement à une obligation. Quand on est entre nous, on peut tous se dire « Ah bah oui, mais tel collègue, il s'est fait mal, tel collaborateur, il s'est fait mal parce qu'il était maladroit, ou il était imprudent, ou alors il ne respectait pas les consignes et les règles que je lui avais imposées. » Ça, c'est entre nous, c'est autour de la machine à café. Quand on se retrouve, nous, en tant que chef d'entreprise, face au président du tribunal pénal, la connotation n'est pas du tout la même. Le président du tribunal pénal va vous parler de maladresse, mais va vous parler surtout de défaut de savoir-faire. Et demander au chef d'entreprise que face au sinistre, si la maladresse a été relevée, qu'avez-vous mis en place pour lutter contre le défaut de savoir-faire? Ce n'est pas du tout la même discussion que de dire que vous avez un collaborateur qui est maladroit. Il va falloir prouver de savoir qu'est-ce qu'on a mis en place pour ce défaut de maladresse. La même chose pour l'imprudence. L'imprudence est qualifiée en responsabilité pénale pour une action où celui qui agit ne se soucie pas des conséquences sur ses actions sur les autres. L'inattention va être caractérisée par l'acte de distraction et d'étourderie. La négligence, le manquement de vigilance, le manque de surveillance attentive ou soutenue, qui peut être tout simplement digilanté par le fait que le salarié n'ait pas eu ses 11 heures de repos entre chaque prise de poste. Par exemple, le jour de l'accident. Oui, il est venu de nuit, il était d'astreinte, il a coupé que 8 heures, malheureusement il a eu un accident du travail. La négligence sera engagée parce que le législateur pourra considérer qu'il ne s'est pas suffisamment reposé. Et du coup, c'est une faute de la responsabilité pénale. Et la bête noire de tous les chefs d'entreprise, c'est le manquement. Le manquement, c'est tout simplement ne pas appliquer les règlements de la législation du travail. Et en ce qui nous concerne, c'est le code du travail. Et bien entendu, le chef d'entreprise ne connaît pas la partie 4 du code du travail par cœur sur ses obligations. N'empêche que du moment qu'on a des collaborateurs, on se doit de connaître le code du travail et de respecter ce fameux code du travail. Et si on est victime d'un accident du travail et qu'on a des manquements, on peut se retrouver effectivement face à une juridiction au tribunal pénal pour des manquements. Les manquements les plus fréquents, c'est des non-conformités machines, modification de machines, sécurité de porte supprimée, des défauts d'habilitation du personnel qui intervient dans des armoires électriques sans habilitation électrique, des caristes, pontiers et lingueurs qui manipulent des ponts, des potences sans avoir une formation et une habilitation en adéquation. Malheureusement, s'il y a un accident, on peut se retrouver face à sa responsabilité pénale. Alors attention sur la responsabilité pénale, elle incombe le chef d'entreprise et non plus l'entreprise. Et on n'est pas assuré au pénal. Beaucoup de chefs d'entreprise me disent oui David, j'entends, mais bon, j'ai quand même une assurance. Non, le pénal, vous pouvez être assuré sur les frais du pénal pour pouvoir vous accompagner, mais sur la sanction, vous ne serez jamais assuré. Donc attention à ces petits amalgames, et on verra par contre que sur l'ARC, vous pouvez être assuré, bien entendu. Alors justement, on n'est pas assuré. Pourquoi on n'est pas assuré? Parce que la responsabilité pénale, c'est un délit d'homicide de blessure involontaire qui est caractérisé par 2 tableaux. Le premier tableau, c'est une faute non intentionnelle, c'est-à-dire que votre avocat qui vous accompagne a pu mettre en évidence que on était une belle entreprise, un bon chef d'entreprise,
et que malheureusement, ben, on a eu ce jour-là un manquement et on a eu un accident du travail. Le Code du travail définit 4 critères. Pas d'interruption de travail, c'est-à-dire un accident du travail sans arrêt. Très franchement, je ne l'ai jamais vu, en tout cas moi je ne l'ai jamais vu un cas au tribunal pénal. Ça peut être assujetti à une amende maximum de 150 €. Par contre, quand on est face à un accident du travail dans notre entreprise, sur un arrêt entre 1 jour et 3 mois, et que la faute a été prouvée non intentionnelle, on peut avoir une amende jusqu'à 1 500 € d'amende, c'est-à-dire entre 0 € et 1 500 € d'amende. Supérieur à 3 mois, bah là, le président a le choix, soit de faire un mixte, soit de choisir qu'un seul critère, hein, d'aller jusqu'à de 0 à 30 500 € d'amende, ou d'aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ferme avec sursis ou avec un bracelet ou une assignation à domicile. Et le décès, ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 46 000 € d'amende. Je répète que là, la faute est non intentionnelle et on a une entreprise qui est capable de prouver qu'elle a mis en place pas mal de choses en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Là où ça change vraiment, hein, c'est que si vous avez un manquement délibéré avec un facteur d'aggravant, hein, bah, comme je le disais tout à l'heure, bah, du personnel électricien non habilité, des caristes non habilités, un document unique d'évaluation des risques professionnels pas en place, pas à jour, hein, ben, vous pouvez vous retrouver dans la partie droite donc, du tableau. Pareil, pas d'interruption dans le travail, je ne l'ai jamais vu. Je sais que ça existe, mais moi, je ne l'ai jamais vu. C'est passible de 1 500 € d'amende. Par contre, entre 1 jour et 3 mois, bah, ça peut aller jusqu'à 15 000 € d'amende. Supérieur à 3 mois, ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 46 000 € d'amende. Et un décès, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 76 500 € d'amende en termes pécuniaires. C'est le président du tribunal pénal qui jugera s'il va plus s'orienter sur du financier ou sur du pénitentiaire. Voilà pour les sanctions en termes de responsabilité pénale. Je ne vous cache pas que depuis 5 ans, on a de plus en plus de chefs d'entreprise qui sont amenés au tribunal pénal. Voilà. Aujourd'hui, socialement, d'avoir des accidents du travail, ça passe plus. Et le législateur commence vraiment à serrer la vis sur ces fameuses responsabilités pénales. La responsabilité civile, on en a tous à titre particulier. Je fais un petit amalgame entre le perso et l'entreprise. La RC, c'est quoi au niveau du code civil? C'est tout simplement là pour tout fait quelconque que l'homme qui cause d'un dommage à autrui oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Oui, si vous cassez quelque chose ou si vous blessez quelqu'un, vous devez de le réparer via votre responsabilité civile. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Ça veut tout simplement dire que même si vous ne l'avez pas fait exprès, vous êtes quand même responsable du dommage et vous devez payer la réparation que vous avez occasionnée. On a tous plusieurs responsabilités civiles à titre personnel. Si on a un véhicule, une voiture, une moto, on est assurant LC. Et effectivement, on a oublié de freiner. Bon, on vient endommager le véhicule d'une tierce personne. Même si on n'a pas fait exprès, on se doit de réparer le dommage que l'on a occasionné par l'intermédiaire de notre responsabilité civile. Ok. Qu'elle soit corporelle ou matérielle, bien entendu. Le code civil précise aussi qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, comme je viens de l'expliquer, mais aussi de celui qui est causé par des personnes dont on doit répondre, des choses que l'on a sous sa garde. Je prends toujours le même exemple, l'assurance scolaire. Quand on est papa, quand on est maman, quand on est tout simplement parent, on prend une assurance scolaire pour assurer en responsabilité civile nos enfants d'un dommage qui pourrait occasionner à un petit copain dans l'entreprise, dans l'école. La réparation des lunettes ou autre.
Pour l'employeur, c'est exactement la même chose, hein, si ce n'est que c'est pas pour ses enfants, c'est pour l'ensemble de ses collaborateurs, hein. L'employeur se doit, par l'intermédiaire de la responsabilité civile, la réparation des préjudices subis par des victimes de maladies professionnelles ou d'accidents du travail. Je rappelle que l'accident du travail est un fait soudain, hein, qui est généré par un dommage fait par et à l'occasion du travail d'un salarié. Et la maladie professionnelle, affection aiguë ou chronique due là aussi au travail. L'employeur, s'il est responsable du préjudice subi sur des maladies professionnelles ou des accidents du travail, devra réparer les dommages qu'il a occasionnés. En complément, la victime pourra invoquer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur qui lui permettra d'obtenir une majoration de ses indemnités. Oui, quand l'employeur savait qu'il exposait ses salariés à des risques et qu'il n'a rien mis en place, il peut être accusé de la faute inexcusable de l'employeur en responsabilité civile. Alors la faute inexcusable, elle est tenue à une obligation de résultat en matière de sécurité. Chaque chef d'entreprise se doit de garantir la santé physique et mentale de l'ensemble de ses collaborateurs. Le manquement à cette obligation a le caractère de la faute inexcusable au sens d'un article de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Et tout simplement, il n'en a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Une jurisprudence de l'amiante. Tout simplement, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Quand on parle de cette conscience du danger, elle peut résulter d'accidents antérieurs, c'est-à-dire que le suraccident, vous avez déjà eu un accident du travail qui s'est passé, vous avez exactement le même. Là, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, puisqu'on a déjà eu un dommage il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 ans avant. On n'a rien mis en place, on est victime d'un suraccident. La faute inexcusable peut être diligentée sur le chef d'entreprise. D'avertissement des salariés ou du CSE. Si un CSE a mentionné dans un ordre du jour comme quoi il y a un risque et qui malheureusement se matérialise par un accident, la faute inexcusable de l'employeur pourra être reconnue. Ou bien entendu, si un inspecteur du travail a mis en place ce qu'on appelle une mise en demeure de réaliser des travaux ou des aménagements pour éviter un accident du travail ou des accidents du travail, que l'employeur n'a rien fait et qui en a un dommage, la faute inexcusable de l'employeur sera retenue. La faute inexcusable est de droit et elle est prévue donc dans le Code du travail qui reprend le Code civil lorsque le salarié est victime d'un accident du travail alors que lui-même ou un membre du CSE ou une instance représentative du personnel, un DS, délégué syndical par exemple, a signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Les conséquences pour la victime a le droit de demander donc à l'employeur la réparation des dommages, comme tout accident du travail. On fait une déclaration d'accident du travail et tous les soins sont pris en charge. Et si la faute inexcusable est reconnue, il aura droit à une majoration de sa rente ou de ses indemnités ou du capital, qui pourra être au maximum doublé. Attention, petite précision là-dessus, très importante, le montant n'est pas fonction de l'importance du préjudice, mais de la gravité de la faute de l'employeur. C'est pas parce que vous avez un très grave accident que les conséquences financières seront plus importantes. Ce qui va être coté, c'est plus le manquement qui a généré l'accident du travail. Les conséquences pour l'employeur, la majoration du fameux taux de cotisation dont je vous parlais tout à l'heure sur les impacts financiers que vous recevez dans les 15 premiers jours de janvier pour rembourser tout simplement la CARSAT. Et attention, il peut y avoir des sanctions aussi allant jusqu'à 3% de la masse salariale sur 20 ans. Donc là, c'est beaucoup plus qu'une amende. 3% de la masse salariale sur 20 ans. Vous pouvez être aussi, en tant qu'employeur, avoir des conséquences sur des sommes à payer directement à la victime pour ce qui n'est pas pris en charge par la CARSAT.
des aménagements divers et variés qui peuvent même toucher la vie personnelle. Sur des aménagements à la maison pour de la mobilité, il peut y avoir différents éléments sur lesquels vous êtes assigné à payer des aménagements. Et puis bien entendu, quand on est assuré en responsabilité civile, et que vous avez déclaré malheureusement des dommages à votre assureur, votre assureur, si vous avez beaucoup de dommages, du coup, va pas maîtriser son risque et du coup, lui, il va se couvrir et augmenter vos primes d'assurance. Et si bien entendu, vous lui déclarez des fautes inexcusables de l'employeur, c'est-à-dire que très clairement, vous lui dites que vous avez eu des manquements à vos obligations réglementaires, forcément, ça ne va pas lui faire plaisir. Et lui va moins maîtriser son risque et du coup, ça va avoir une conséquence sur vos primes d'assurance en responsabilité civile. La productivité, il faut vraiment comprendre une chose, que le travail en sécurité permet une utilisation du temps passé et compte pour l'essentiel des gains observés. C'est valable pour toute l'entreprise, c'est valable pour un opérateur, c'est valable pour tout le monde en fait. Quand on se sent en sécurité, du coup, on se concentre sur ce qu'on a à faire et on n'est pas inquiet de la situation de travail dans laquelle on est et du coup, on en devient beaucoup plus performant. Il y a un autre impact très important. Moi, je constate malheureusement qu'il y a parfois des divergences, c'est sur les achats. Bien penser, lorsque on investit on parle d'investissement ou de petits matériels, ça peut concerner les EPI, comme je l'ai mis dans mon exemple, les équipements de protection individuelle. Une utilisation mieux maîtrisée des ressources grâce à une meilleure évaluation des besoins de protection, par exemple, sur privilégier des équipements de protection individuelle adaptés qui protègent au risque plutôt que d'acheter une armure qui va gêner l'opérateur et qui va forcément pas la porter parce qu'il va avoir du mal à la supporter. Et le surprotéger, on investit dans des choses qui finalement ne sont pas pratico-pratiques et pas en adéquation. Voilà. Très malheureusement, assez souvent, on se retrouve avec des investissements qui ont été faits qui ne sont pas utilisés. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'achat qui a été fait n'est pas en adéquation, n'est pas en attente, ne correspond pas aux attentes des utilisateurs. Ça peut paraître complètement flou, mais malheureusement, c'est souvent qu'on rencontre ça. La marge et le chiffre d'affaires, tout simplement le temps gagné et optimisé en se concentrant sur l'utilisation des valeurs ajoutées du salarié plutôt qu'à créer à gérer du temps sur des dysfonctionnements liés à la sécurité permet une augmentation de la productivité. D'accord. Les primes d'assurance, on en a parlé un petit peu. Plus on a une meilleure maîtrise du risque, plus l'assureur a une meilleure maîtrise des coûts. Donc les primes d'assurance vont avoir un impact positif ou négatif. Moins vous déclarez, c'est comme notre RC personnel. Si vous déclarez des sinistres sur votre véhicule toutes les semaines, dans un premier temps, votre prime d'assurance va monter jusqu'à ce que votre assureur vous remercie et puis tout simplement ne veuille plus vous couvrir en assurance. La qualité, ça marche dans les deux sens. Une démarche plus précise en matière de sécurité permet des actions plus précises en matière de qualité. Très souvent, on a des gens qui s'occupent un petit peu des deux, la qualité, la sécurité et voire même l'environnement. Pourquoi? Parce que ça marche aussi dans l'autre sens. Une démarche plus précise en matière de qualité permet aussi des actions plus précises en matière de sécurité. Vous pouvez retourner dans les deux sens. Plus notre entreprise va être organisée, gérée, plus on saura qui fait quoi avec les compétences associées, plus on va maîtriser notre risque opérationnel et plus on sera garant de nos responsabilités et de nos obligations en tant que chef d'entreprise. Moins de risques juridiques.
Bah, moins d'accidents, moins de situations de mal-être, moins de risques juridiques. C'est pas très agréable pour un chef d'entreprise d'être obligé de consulter son cabinet juridique et de se faire accompagner dans le curatif, hein, comme on dit, hein. Euh, Tout simplement, c'est des coûts, encore une fois, qui, s'ils peuvent être évités, il vaut mieux le faire. Tout ça sans prendre en compte, bien sûr, sur la valorisation des entreprises, hein, l'image de marque. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, hein, ça va très très vite, hein. Un camion de pompiers qui rentre dans une entreprise, les réseaux sociaux ont vite fait de s'enflammer, hein, pour dire qu'il s'est passé quelque chose dans une entreprise, peut inquiéter nos clients, hein, de se dire bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que moi mes pièces, on va bien me les livrer? Est-ce que je vais être livré en temps et en heure? Est-ce que je vais pas avoir un impact? Voilà. Donc, ça peut avoir un impact, bien entendu, sur votre image de marque et la valorisation des entreprises. Les facilités de recrutement. Euh, Dans certaines régions, dans certaines activités, c'est difficile de recruter du monde. Si en plus on a une entreprise où on est étiqueté comme une entreprise très accidentogène, où il fait pas bon vivre, bien entendu, vous allez avoir peut-être un peu plus de difficultés à recruter. Voilà. On l'a vu là sur l'aspect financier, hein, la stabilité donc de la trésorerie, hein, lorsqu'on a des accidents du travail, des primes d'assurance et autres, hein, des taux de cotisation, forcément, ça a un impact sur votre trésorerie. Les subventions possibles, sachez que vous avez droit, les entreprises de moins de 50 salariés, à des aides, notamment par la CARSAT, hein, sur différents programmes en fonction des régions dont vous êtes. Je pense notamment à TMS Pro qui est mis en place pour aider les entreprises de moins de 50 salariés dans des investissements qui ont un lien avec la sécurité. TMS, troubles musculo-squelettiques, on peut monter des dossiers allant jusqu'à les enveloppes qui ont été ouvertes jusqu'à 50 000 euros d'investissement, pris à 50% en charge. Donc, vous investissez 50 000 euros dans un système de prêt en sœur pour favoriser les TMS de vos collaborateurs. Vous pouvez être pris en charge jusqu'à 25 000 euros de votre investissement maximum. Mais pour avoir des subventions, pour avoir des aides, il faut être bon élève, hein. Il faut prouver que vous êtes dans une démarche positive en matière de santé, sécurité et conditions de travail. C'est des aides qui sont aujourd'hui dédiées aux entreprises de moins de 50 salariés. Avant, c'était ouvert à tout le monde. Et là, le législateur, depuis 2-3 ans, privilégie les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, c'est bon à savoir. N'hésitez pas à aller sur les sites des CARSAT pour voir quelles aides ils peuvent vous octroyer. OK. Je suis en train de lire un petit peu les questions. C'est ce que j'allais dire, oui, on a quelques questions, effectivement. Ouais. Notamment de Céline Roparts qui dit: «Bonjour, si l'entreprise a une activité de service et ou d'intérim chez un tiers, quelles dispositions prévoir pour prévenir les risques au-delà de l'entreprise? La responsabilité du tiers peut-elle être engagée en cas d'accident?» Alors aujourd'hui, un sujet d'actualité, hein. Aujourd'hui, une entreprise utilisatrice donc qui fait appel à de l'intérim pourra être impactée, peut être aujourd'hui impactée dans son taux de cotisation, même si c'est pas son salarié. Je m'explique, vous avez un intérim qui intervient chez vous et qui se blesse. Si la responsabilité m'incombe, c'est-à-dire moi, entreprise utilisatrice, je pourrais être impacté sur le dommage de l'accident du travail, ce qui n'était pas le cas avant. C'était 100% qui était pris en charge par son employeur, du coup, l'agence d'intérim. Comment gérer ça? C'est des plans de prévention. C'est comment gérer, c'est le partenariat entre l'agence d'intérim et l'entreprise utilisatrice, hein, de bien définir, nous, entreprise utilisatrice, le besoin, quel est réellement le besoin du collaborateur. Est-ce qu'il faut qu'il soit cariste? Est-ce qu'il faut qu'il soit électricien? Comment l'équiper aussi?
voilà, de mettre en place un petit livret d'accueil et présenter ce petit livret d'accueil aux agences d'intérim pour dire, bah voilà, chez moi, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Si je vous prends des intérims, bah, il va falloir les former en amont. Voilà, c'est travailler voilà, en amont sur tout ça. Et l'agence d'intérim, bah, tout simplement, ils ont le droit de dire et de retirer son salarié en disant non, non, aujourd'hui, les conditions ne sont pas en adéquation avec le code du travail. Je ne veux pas prendre le risque d'exposer un intérim dont j'en ai la responsabilité aussi dans votre entreprise. Voilà. Merci David. Alors, Et deuxième question, mais qui est plutôt peut-être une réaction et on peut pas vouloir éviter les ATMP juste pour prendre soin de nos collègues pour eux-mêmes et pas parce que ça va baisser nos profits, et cetera. Mais je pense qu'effectivement là, on parle de l'aspect législatif et réglementaire, mais bien évidemment que, le bon sens et la bienveillance, fait aussi partie de la démarche de prévention et bien, même si effectivement le législateur, comme David le disait, a imposé des lois, il y a également effectivement cette partie, bienveillance et vouloir faire attention aux autres autant qu'à nous. Mais David, je te laisse compléter. bah, c'est exactement ce que je disais quand j'ai présenté bah, tout simplement les enjeux. Hein, les enjeux, j'ai commencé par l'humain. On en parle hein, de l'impact humain dans le code du travail, mais il est difficilement mesurable, quantifiable, effectivement. Mais je ne connais pas un chef d'entreprise qui veut du mal à ses salariés, ou alors faut tout de suite l'arrêter. Je ne connais pas un manager qui veut du mal à ses collaborateurs. Voilà, donc cet impact humain, effectivement, il est difficile de. Quand on parle du juridique, on a des grilles, on a des tableaux, comme je vous les ai présentés, qui sont mesurables, quantifiables, chiffrables. Voilà. Quand on est sur l'humain, ben, l'affect, il est difficilement mesurable. Mais bien entendu avant tout, et j'ai commencé d'ailleurs par là, c'est l'impact humain. Quoi, ça ne fait pas plaisir de repartir un collègue dans un camion de pompier. Quoi. Malheureusement, dans ma carrière professionnelle, j'ai connu 2 décès. Je peux vous dire qu'on n'en guérit jamais de, de voir ces accidents-là. Voilà. Il n'y a pas que les décès, hein, bien entendu. Non, mais l'aspect humain n'est pas oublié par le préventeur et toute la sensibilisation tourne en premier lieu autour de l'humain. Alors justement, bah, quels sont nos moyens? Nous, employeurs, souvent quand on me dit, bah oui, mais les gros groupes, ils ont des gros moyens, bah, on a tous des moyens à notre échelle. Hein. Bah, déjà, les moyens, ça va être de faire de l'information, c'est-à-dire que la sécurité ne devienne pas un sujet tabou. Aujourd'hui, socialement, on en parle de plus en plus. La société a beaucoup changé. Je prends un exemple très concret. Très clairement, avant, on était menuisier, on avait perdu 3 doigts, bah, c'était normal, hein, on était menuisier. Aujourd'hui, socialement, si moi j'avais mon fils qui voulait être menuisier, j'aurais du mal à percevoir de me dire, bon, bah, c'est bon, dans sa carrière, il va perdre 3 doigts. Non, socialement, ça passe plus. Donc, bah, c'est de communiquer, de faire de l'information autour de ça. Et vous allez voir, on va parler aussi de la formation, de la prévention, de l'organisation et des moyens adaptés. Alors, à la demande de l'employeur, le CSE, quand vous en avez un, examine toutes les propositions de nature à améliorer les conditions de travail. Si vous avez bah, pas de CSE, ça peut être transcrit sur vos équipes hein, techniques, administratives ou autres, hein, bah, d'examiner bah, les conditions de travail, d'emploi, de la formation, de la vie dans l'entreprise, hein, comment ils vivent dans les entreprises et de la mise en œuvre de garanties complémentaires, notamment sur les décès et invalidités. Il y a des formations qui sont décrites et obligatoires dans le Code du travail. Hein. C'est la formation générale au risque qui touche bah, toutes les entreprises, en tout cas qui peuvent les toucher. Bah, quand on rentre dans une entreprise, on accueille les salariés, on leur donne les commodités où ils peuvent se garer, les toilettes, s'ils peuvent prendre leur poste déjeuner sur place, la salle de repos, leur bureau, leur poste de travail. C'est ce qu'on appelle l'accueil, la formation de la sécurité. Pour les entreprises qui ont des CSE, c'est la formation des élus du CSE, les sauveteurs scolaires du travail, tout ce qui va toucher à l'incendie et le port des équipements de protection individuelle. À partir de quel moment on doit s'équiper. Et bien entendu, dans la formation, il y a des formations au poste de travail. Donc là, c'est sur des activités beaucoup plus précises.
On peut parler d'habilitation électrique, de risques chimiques, d'équipements mobiles de travail, les chariots, les grues, les potences, le bruit, les zones à texte fortement explosives, la manutention manuelle, le risque amiante. Et là, on peut en parler pendant des heures, c'est en fonction de vos activités. Donc, c'est important de se caler sur l'information. On parle beaucoup de prévention. Bref rappel sur la prévention. La prévention, quand on fait de la prévention, c'est qu'on intervient sur le danger. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des mesures qui vont viser à réduire la probabilité d'occurrence d'un événement redouté. Et en ce qui nous concerne, c'est l'accident du travail. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va mettre en place sur les dangers pour éviter que l'accident ait lieu. L'outil de prévention. La démarche de prévention, elle se prépare, c'est-à-dire que c'est d'identifier déjà tous les risques qu'on a dans notre entreprise et d'élaborer un programme d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en place pour, par rapport à ces risques, diminuer la probabilité qu'un accident du travail se produise par mettre en place des actions. Et ça d'être dans le progrès permanent, comme on dit, cette fameuse roue qui tourne, de toujours aller réévaluer nos risques en fonction des programmes et des actions qu'on a mis en place. Et un des facteurs, c'est l'organisation. Le facteur lié à l'organisation du travail peut entraîner des accidents ou des risques psychosociaux. L'absence de contrôle sur la répartition et la planification des tâches dans une entreprise. L'imprécision des missions confiées, être bien clair pour que les collaborateurs sachent ce qu'on attend d'eux, comment ils doivent s'y prendre, sur quelle base ils vont être évalués. Ça peut avoir un impact sur l'accidentologie, mais aussi sur les risques psychosociaux. Les contradictions, comment faire vite et bien, qui doit satisfaire le client, le respect du quota. Plus vous allez être précis dans votre organisation, moins vous allez vous exposer justement à des risques d'accident du travail parce qu'ils vont vouloir faire vite et c'est là malheureusement et pas respecter les règles pour pouvoir gagner du temps et c'est malheureusement là que l'accident va arriver. Phénomène un petit peu sociétal depuis post-Covid, c'est l'adaptation des horaires de travail, le rythme biologique, la vie sociétale et familiale. Essayer de concilier tout ça, c'est pas toujours facile, surtout dans les petites entreprises. Mais quand on peut, la mise en place du télétravail, la mise en place d'une organisation adaptée. Et les nouveaux modes d'organisation aussi, attention, la polyvalence, la polycompétence, c'est bien. Moi, j'ai pas de souci avec ça, mais aujourd'hui, les métiers deviennent tellement techniques que gare à la polyvalence. Aujourd'hui, tout savoir-faire. Oui, l'accident de la route fait partie des risques à évaluer, puisque effectivement, si vous avez des véhicules de service, le véhicule de service est un outil de travail. Et si vous avez un salarié qui part en mission, il est en accident du travail. Voilà. Par contre, quand il fait du domicile au travail, il va être un accident du trajet ou de l'entreprise à la maison. Ça va être aussi un accident du trajet. Mais du moment qu'il se déplace pour des missions, comme vous le mettez dans votre question, et en plus dans un véhicule de service, c'est un outil de travail, c'est un accident du travail. Voilà. J'ai une seule salariée dans un bureau qui, sur le continent français, une note dans les dom-toms. J'imagine que je dois rédiger une note de sécurité dans chaque locaux. Oui. Alors le DURP est valable par numéro de SIRET. Donc si c'est le même numéro de SIRET, un seul et unique document unique d'évaluation est obligatoire, mais bien sûr, il doit être tenu à disposition aussi bien dans vos entreprises dans les dom-toms que sur le continent français. Attention, les dom-toms, c'est le code du travail français, c'est exactement pareil. Ce fameux, justement, document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est quoi? Il est obligatoire du moment qu'on a un salarié dans notre entreprise. Le document unique, c'est quoi? C'est une obligation du Code du travail qui dit que, il date du 5 novembre 2001, il dit tout simplement que le chef d'entreprise doit évaluer les risques auxquels il expose ses salariés. Si vous ne le faites pas, ou s'il est non conforme, ce document donc engage la responsabilité du chef d'entreprise et peut être assujetti d'une peine d'aller jusqu'à 1 500 € à 3 500 € d'amende. Alors, comment ça fonctionne?
Le premier décret donc, du 5 novembre 2001 dit que chaque chef d'entreprise se doit d'évaluer un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. Une unité de travail, c'est quoi? Une unité de travail, c'est des activités sur lesquelles vous exposez les salariés au même risque. On retrouve dans toutes les entreprises une partie administrative. On va créer une unité de travail administrative sur lequel les salariés vont être exposés au travail sur écran, vont être exposés à la chute de plein pied, voilà, des risques liés à l'administratif. Et parfois, dans d'autres entreprises, on va créer une autre unité de travail. Par exemple, par rapport à la question qui a été posée, s'ils partent en mission, du coup, il y a des gens qui vont être dans une unité de travail peut-être technique où ils prennent des camions, ils prennent des véhicules de service pour aller chez des clients. Là, on va créer une autre unité de travail. Pourquoi? Parce que ces salariés-là ne seront pas exposés aux mêmes risques que les risques administratifs. Ils peuvent avoir l'administratif, mais pas que. Donc, alors, on va se retrouver avec plusieurs unités de travail dans l'entreprise. Et dans chaque unité de travail, on va devoir coter l'ensemble des risques auxquels on expose les salariés en fonction de 3 critères. Le premier critère, ça va être quelle est la fréquence ou la durée d'exposition de mes salariés à ce risque. Travail en administratif, quelle est la fréquence d'exposition de mes salariés au travail sur écran? Maximum entre 70 et 100% du temps de travail. Quelle va être la fréquence d'exposition de mes salariés en administratif? La chute de plein pied, entre 0 et 10%. Ils se lèvent pour aller aux toilettes, pour aller chercher une feuille au copieur, des choses comme ça. On va coter comment on expose nos salariés au risque par unité de travail. Le plus compliqué va être de coter la gravité. C'est que s'il se fait mal face à ce risque, quelle va en être la gravité? Est-ce qu'il va se casser un bras? Est-ce qu'il va se faire de la bobologie? Ou est-ce que la détresse vitale peut être engagée? Et le troisième critère très important pour nous, chefs d'entreprise, c'est quelle en est la maîtrise. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour que notre salarié, malgré sa fréquence et sa gravité du risque, je vais mettre en place ou j'ai déjà mis en place pour pouvoir garantir que tout se passe bien. Il faut bien indiquer quel est le degré de maîtrise qu'on en a en expliquant qu'est-ce qu'on a mis en place. Je suis dans le secteur de l'animation, on est amené à se déplacer dans des... Bien sûr. Les collaborateurs qui sont dans l'animation, justement, ça va être une unité de travail. Et ces gens-là, ils se déplacent. Et du coup, ils se déplacent. Donc, il y aura le risque routier. Il y aura le risque qu'ils vont rencontrer dans des foires, qu'ils vont rencontrer dans des écoles. Ça ne va pas être forcément les mêmes risques. Et il va falloir effectivement les coter dans une unité de travail spécifique. Oui, j'ai une question. Bonjour. Est-ce qu'un salarié peut demander à avoir le DURP? Le DURP doit être mis à disposition de l'ensemble des salariés. Par contre, vous pouvez dire à votre salarié qu'il est consultable, mais il ne peut pas partir avec. Vous répondez au code du travail. Et je suis assez favorable de dire, voilà, tel collaborateur, il veut voir le DU. Ok, tu viens, tu le regardes, tu fais ce que tu as à faire, mais tu ne pars pas avec à la maison. Je ne regarde pas à l'extérieur. Je suis assez favorable à ça. Je rebalaye les questions. Oui, donc effectivement, Antoine vous a mis le lien sur l'INRS, donc pour vous aider à mettre en place le document unique. Bien entendu, le DURP est obligatoire aussi si tous les salariés sont en télétravail. C'est une unité de travail, le télétravail. On se doit de mesurer le risque qu'on expose nos salariés aussi au télétravail. Grand débat là-dessus parce que c'est difficile de maîtriser les risques auxquels s'expose le salarié. Mais n'empêche qu'il y a des entreprises pour valider le télétravail, ils fournissent des écrans, il y en a même qui fournissent une chaise à leurs collaborateurs pour qu'ils puissent travailler à la maison dans les meilleures conditions possibles. Ça va nous permettre de coter au mieux la maîtrise du risque. Bien entendu, quand les collaborateurs sont en télétravail, ils travaillent, c'est un risque. La méthode d'évaluation, très rapidement, il faut découper donc votre entreprise en unités de travail, identifier les sources de danger, qu'est-ce qui est dangereux, comment on expose nos salariés,
l'exposition et la hiérarchisation des risques et bien entendu mettre en place derrière un plan d'action pour les risques qui n'ont pas été, dont on n'a pas une bonne maîtrise. C'est obligatoire dans le DERP. Et très important, c'est passer de l'obligation en outil majeur de prévention. Pour un plan d'action dans les entreprises de moins de 50, les actions de prévention doivent être consignées dans le DURP. Ça va vous permettre quoi? De répondre aux obligations réglementaires. Si vous suivez l'ensemble de vos collaborateurs dans toutes les unités de travail en fonction des risques exposés, en fait, vous passez de cette obligation en outil de prévention. Pourquoi? Parce que la mise à jour doit être réalisée régulièrement, au minimum une fois par an, ou tout changement significatif. OK. C'est un outil qui permet de gérer toute votre prévention en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Bonjour, nous avons le DURP dans un dossier dématérialisé. Recommandez-vous que nous le supprimions de notre dossier partagé? Je ne sais pas dans quelle activité vous êtes, mais s'il n'y a pas de risque d'espionnage industriel ou autre, vous pouvez le laisser. Voilà. Moi, je travaille dans des entreprises où il y a des substances, où il y a des machines voilà, qui sont exposées. Des fois, il y a des photos. Là, par contre, effectivement, si vous avez un risque d'espionnage industriel, ça existe. Là, par contre, pour le coup, sortez-le vite, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui le fassent passer à vos concurrents ou à vos confrères. Donc, oui. Bonjour. OIRA restera-t-il accessible gratuitement afin de faire évoluer notre DU dans le temps? Outil gratuit et libre d'utilisation. OK. Donc voilà, de passer de l'obligation de mise en place de ce DU et d'en faire un outil de pilotage par votre plan d'action qui va en découler pour faire augmenter votre maîtrise du risque. Le choix des mesures. C'est bien beau de mettre en place des actions, mais pour nous, chefs d'entreprise, c'est toujours compliqué. Moi, j'essaie toujours de privilégier les actions où je vais avoir l'adhésion des opérateurs, l'adhésion de mes collaborateurs. Bah oui, ça peut paraître bête, mais même quand on prouve aux salariés que cette action-là, elle est là pour le protéger, pour éviter qu'il se fasse mal, parfois, il ne veut pas le faire. Ou parfois, il va le faire quand vous êtes là, mais dès que vous allez tourner dos, il ne va plus le faire. Donc moi, j'essaie toujours de privilégier des actions où je vais avoir l'adhésion de l'opérateur. Et quand c'est possible, pour avoir l'adhésion des opérateurs, si je mets en place une action où il n'y a pas d'augmentation de charge de travail, je dis voilà, il n'y a pas d'augmentation de charge de travail et en plus tu travailles en sécurité, il y a plus de chances qu'il adhère. Et du coup, je vais avoir de la stabilité dans le temps. Pourquoi? Parce que mon action, elle n'augmente pas la charge, elle est simple, le délai de réalisation, il est facile, c'est efficace et du coup, ma mesure, elle est durable dans le temps. Toujours se poser aussi la question de la généralisation. Ce que je fais à un endroit, est-ce que ça ne pourrait pas marcher à un autre dans mon entreprise? Ça va nous permettre de générer les coûts. Et bien entendu, cette notion de budget, c'est pas parce qu'on a une idée fantastique qui va coûter 1 million d'euros qu'on ne pourra pas faire, qu'on ne peut rien faire. Il y a peut-être des petites actions qui vont diminuer peut-être de 3, 4, 5, 10, 15, 20% le risque qui se matérialise, qui se reproduisent. Mettez-le en place. C'est toujours des actions qui vont vous protéger, vous, juridiquement. On pourra vous reprocher de ne pas être allé assez loin, mais on ne pourra jamais vous reprocher de n'avoir rien fait. Bien entendu, faites attention à ne pas déplacer le risque. Des fois, on pense à un risque, on est focalisé là-dessus. On va mettre en place une action. Attention aux conséquences, peut-être sur les autres unités de travail, sur les autres collègues, sur cette généralisation du risque, non-déplacement du risque, et de bien respecter la conformité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup David
pour cette présentation. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions et qu'il est déjà 10h04. Donc, je me propose de conclure et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On pourra toujours prendre un temps. Très rapidement, sur notre, programmation des différents événements, de la communauté des référents prévention. Je vous mets la timeline actuelle, des différents rendez-vous. Je vous partage également le lien pour pouvoir, vous inscrire d'ores et déjà, à nos prochains événements, en tout cas à notre prochain événement qui traitera du sujet de la prévention de la santé mentale en entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et également, je vous partage un lien vers notre site webinaire, dédié en santé au travail pour que vous puissiez justement, pouvoir, retrouver l'ensemble de nos rendez-vous, mais également les webinaires des les replays pardon, des webinaires, qui se sont déjà déroulés. Donc, voilà, vous pourrez retrouver celui d'aujourd'hui, mais également, les, 2 précédents donc qui ont déjà eu lieu sur la parentalité pour le premier et sur la prévention du risque routier pour le second. Voilà, je vous remercie à tous pour, votre participation et pour votre attention à ce webinaire. J'espère que celui-ci aura pu vous apporter les réponses aux questions que vous avez pu vous poser autour de ce sujet de la réglementation, et des obligations réglementaires de l'employeur en matière de santé au travail. Effectivement, on a parlé, beaucoup de l'aspect, réglementaire, juridique, mais c'est vrai que, voilà, il y a la prévention, c'est une démarche globale qui passe effectivement, comme l'a dit David, par l'humain, qui passe par la bienveillance et voilà, effectivement, limiter l'exposition au risque professionnel doit également aussi passer par la réglementation. Donc voilà, on vous a mis à disposition des ressources, des outils. N'hésitez pas à aller voir, sur l'outil Eura pour, ceux qui souhaiteraient pouvoir justement être accompagnés sur le sujet du document unique. N'hésitez pas également à, nous solliciter, nous, à Aegio Mutuel, si vous êtes adhérent, pour qu'on puisse vous accompagner dans votre démarche de prévention, que ce soit sur l'évaluation des risques, mais également sur, la prévention, et les démarches de prévention que vous pouvez déployer au sein de votre entreprise. On a une équipe dédiée qui est spécialisée dans l'accompagnement de nos entreprises sur ces sujets, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et pour les entreprises qui ne seraient pas adhérentes à Aesio, n'hésitez pas à vous rendre sur, la page que vous recevrez, avec le replay pour pouvoir, si vous souhaitez, prendre rendez-vous avec un de nos experts. Alors, on a une dernière question peut-être. Quand je disais nous, c'est directrice de structure, on doit tout faire et nous avons un énorme surcharge. Ah, donc c'était par rapport à la question précédente. En étant directrice de structure, qu'en est-il pour nous? On doit veiller aux équipes et nous, point d'interrogation. Et je vois que David, tu as répondu oui. Peut-être que tu peux, pour conclure, étayer la réponse. Alors, tu as ton micro désactivé, David. Pardon, pardon. Oui, bah là, on est sur un sujet, bien entendu, hein, souvent, on parle des risques psychosociaux et là, très clairement, je pense que c'est aussi par rapport à ça. Bah oui, quand on est manager, voilà, on se doit de veiller à nos collaborateurs et on doit aussi veiller aussi à nous, managers. Et bien entendu qu'une unité de travail directeur, c'est une unité de travail parce qu'on n'est pas exposé au même risque, à la même pression du résultat, des finances, des budgets. Euh, Souvent, moi je le dis, hein, un manager est entre le marteau et l'enclume, hein, c'est-à-dire que vous avez des directives de vos employeurs et vous avez vos équipes et vous devez concilier les deux et on est souvent exposé. Donc effectivement, sur les RPS, en tant que directeur ou directrice de structure, votre charge mentale, elle est pertinente, elle est compliquée, et on se doit l'évaluer et surtout, on doit réfléchir qu'est-ce qu'on doit mettre en place justement pour vous soulager, vous accompagner face à cette charge mentale, donc des RPS. On accompagne beaucoup de directeurs d'établissement justement pour se protéger de ça et comment gérer ça. Merci beaucoup David. Effectivement, je vais mettre en téléchargement le support qui a été, diffusé.
pendant cette présentation, donc vous l'aurez accessible sur cette plateforme d'ici 5-10 minutes, le temps que je puisse la télécharger et vous la mettre à disposition. Je vois qu'il est 10h09, on a pas mal dépassé, donc je vous propose de conclure cette présentation. Merci beaucoup, merci encore David pour la qualité de ces Merci. échanges et des informations qui ont pu être transmises via ce webinaire. Je vous ai remis le lien pour pouvoir vous inscrire au prochain webinaire si cela vous intéresse. N'hésitez pas à vous y inscrire pour ensuite pouvoir avoir accès au replay. Donc voilà, qui traitera du sujet de la santé mentale, la prévention de la santé mentale en entreprise. 2025 étant l'année de la santé mentale, puisque la santé mentale a été désignée grande cause nationale. On va pouvoir aborder ce sujet sous le prisme donc de la prévention de la santé mentale en entreprise. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.